Salutations et bienvenue à tous pour ce Donc Voilà Quoi numéro 8. Aujourd'hui, je réponds à une question de Sim. Alors oui, je ne lirai plus les pseudos en entier, c'est long et pénible. J'essaierai de deviner le prénom ou le pseudo principal, donc Sim. Donc, il me pose une question que je vais lire pour une fois, même si je vous l'affiche à l'écran rapidement, parce qu'il y a des choses à dire sur la question elle-même. On est passé de la canne à pêche en Aveyron en 30-06 à un semi-auto long en 7,62-51, puis un fusil d'assaut à canon très court en 5,56-45. Est-ce que la suite logique ne serait pas le P90 avec son 5,7-28 que je qualifierais de PM à cartouche moderne? Alors, alors déjà, pour la blague, j'ai envie de dire, nous, on n'avait pas de fusil Aveyron en 30-06. On a eu du 8 Lebel, puis du 7,5 masse. Mais je comprends l'idée. Mais l'idée, mais je trouve que c'est intéressant. C'est que là, la prisme de lecture, elle est très largement placée à travers le fantassin américain. Mais en fin de compte, on n'est pas le fantassin américain. Et même quand on regarde un petit peu l'histoire de l'armement, on verra qu'il y a des différences conceptuelles en fonction des pays. Et par exemple, la canne à pêche à verrou en 30-06, un Springfield 1903, c'est moins long qu'un G98 ou qu'un fusil Lebel, ou même qu'un Berthier dans sa version, la version longue du Berthier. Grosse rustine en post-production parce que je me rends compte que mes yeux ont lu 7,62-51 et que mon cerveau parlait du 30-06 parce que dans la question il y a donc un semi-auto moins long en 7,62-51. Mais en fait les Américains sont passés du fusil à verrou en 30-06 à un semi-automatique en 30-06 de la même longueur que leur fusil à verrou. Et donc en fait l'assertion dans la phrase est fausse et mon cerveau avait automatiquement corrigé la chose. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a une grosse rustine et je m'en excuse. Donc voilà, donc je vais reprendre. Donc les Américains partent du 30-06 du Springfield 1903 au Garand, qui est un semi-auto en 30-06, donc le même calibre que le Springfield 1903, et qui a la même longueur, et ce en 1936. Après la guerre, ils vont passer avec un fusil automatique, pas semi-automatique, en 7,62-51, qui est à peine plus court que le Garand, et donc, comme je disais, qui est automatique, ou du moins c'est sa prétention, parce que effectivement le M14 va être bridé rapidement en semi-automatique, et dans sa version, on va dire fusil d'infanterie, parce qu'il y a une version fusil mitrailleur, mais dans sa version fusil d'infanterie, il n'aura pas d'utilisation automatique significative. C'est parce que c'est une erreur conceptuelle. L'idée de croire qu'on peut faire du full auto individuel en 7,51, c'est un errement. C'est pas, on va dire, ce n'est pas sérieux comme pensée. Voilà, donc ils sont passés à ça. Le fusil était toujours long. Et là, il y a un autre trou, on va dire, dans la chronologie, c'est puis un fusil d'assaut à canon très court en 5,56-45. Mais quand les Américains passent en 5,56-45, et en fait, quand tout le monde à la base passe en 5,56-45, les canons sont pas courts, les canons font 50 cm. Donc le canon du M16, M16A1, et quand on regarde les armes en 5,56 de cette période, tous les canons font entre 45 et 50 cm, les canons sont pas courts. Et parenthèse dans la parenthèse, ça va également expliquer le recours plus récurrent à l'architecture bullpup, ce qui permet de garder un canon long dans une arme compacte et d'exploiter les pleines capacités de la 5,56. La mode des canons courts arrivera plus tard, elle va arriver globalement dans les années 80 quand les gens se rendent compte que ces armes-là sont des cannes à pêche et que ça devient problématique. Voilà, et donc il va y avoir un raccourcissement à un canon de environ 368 mm pour le M4 et ça sera suivi par beaucoup de gens et ça va initier, on va dire, beaucoup de problèmes liés, on va dire, aux performances balistiques du 5,56. Mais il n'y a pas que le raccourcissement du canon, hein. La performance initiale du 5,56, elle est pas faux folle, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, et donc après, je vais faire la transition pour repasser sur la partie enregistrée en visuel de la vidéo, où je raccorde avec le P90. Et est-ce que la suite logique, c'est pas le P90 avec le 5,7 par 28? Alors moi, je crois absolument pas. Voilà. Je pense absolument pas. La qualification de PM à cartouche moderne pour le P90 et par extension pour le MP7 de chez HK avec son 4630, je pense que c'est tout à fait adapté. Alors j'aime pas l'appellation pistolet mitrailleur parce que ça ne correspond à rien d'un point de vue sémantique. Ces armes-là ne sont pas des pistolets, ce sont des armes d'épaule. Le terme mitraillette me paraît plus bien que désuet et un peu mignon, me paraît plus adapté. Mais oui, je comprends l'idée. Et oui, c'est voilà. Et effectivement, pour moi, la 5,728, alors la 4630, c'est un petit peu plus compliqué, elle est un peu plus chaude en matière de pression. Mais la 5,728, c'est bien pensé comme étant une munition d'arme de poing. Et on a bien justement des armes de poing
points qui vont utiliser 5,7 par 28. Mais même en termes d'évolution de munitions d'armes de poing, je pense que c'est pas adéquat et je vais en parler. Alors, pourquoi je pense pas que c'est la suite logique? Parce que la 5,728 n'a pas les caractéristiques balistiques qui sont adéquates avec un engagement qui permet d'atteindre aujourd'hui 300-400 mètres et qui est encore aujourd'hui le minimum syndical de ce qu'on va demander à un fusil d'infanterie généraliste. Voire depuis les conflits irakiens et afghans, il y a une demande pour les conflits asymétriques de pousser plus loin et d'atteindre avec le fusil d'infanterie généraliste les 600 mètres. Je pense que c'est une erreur d'analyse, mais c'est pas parce que Nono pense que c'est une erreur d'analyse que c'est pas dans cette direction qu'on va aller, et Nono a pas forcément raison. Voilà. Moi, je pense que l'horizon du champ de bataille pour le généraliste, c'est 300-400 mètres. Voilà. Donc, on va dire 400 mètres par excès. Pourquoi? C'est des histoires de capacité d'observation à l'œil nu, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Jusqu'à ces distances-là, on arrive à voir en fonction des conditions climatiques. On arrive à 400 mètres discriminer, on discrimine pas vraiment, mais on va dire à des distances plus proches, on peut arriver à discriminer. Qu'est-ce que j'appelle discriminer? C'est voir qu'est-ce qui est un ami, qu'est-ce qui est un ennemi, qu'est-ce qui est un civil, qu'est-ce qui est pas un civil, qu'est-ce qui bouge, hein, en fin de compte. Donc voilà, voilà. Et le 5,28 clairement ne permet pas dans cette direction-là. Par contre, dans la question, il y a quelque chose d'intéressant. Oui, on va aller vers des canons plus courts. Et ça, c'est un desiderata. Alors, c'est logique, parce que sur l'armement, on va toujours chercher à avoir des canons plus courts et des armes plus légères. Ben ouais, parce que la première des choses qu'on fait avec une arme d'infanterie, c'est la portée. Et plus elle est encombrante et plus elle est lourde, plus elle casse les pieds. Donc, on va essayer de réduire. Et là, aujourd'hui, avec les solutions dites haute pression, qui ne sont pas chères à mon cœur, mais qui sont chères au cœur de beaucoup de personnes, tout simplement, on peut, avec des canons courts, avoir des vitesses de sortie de projectiles plus élevées, et qui dit vitesse de sortie de projectiles plus élevée, dit distance d'engagement plus importante. Parce que c'est ça le but d'augmenter la vitesse de sortie du projectile. Et oui, bien sûr, ça va augmenter l'efficacité terminale, mais en fin de compte, l'efficacité terminale, elle va également dicter, on va dire, la distance d'engagement. Donc voilà. Donc non, je ne pense pas que le 5,728 soit une solution de remplacement pour le 5,56. Je pense qu'on va vers des solutions de type 6,5, 6,8 avec vraiment des approches philosophiques qui seront pas forcément les mêmes, parce qu'avec le 6,8-51, clairement, on a une munition dont les caractéristiques balistiques sont en fait supérieures à celles d'une 7,62 NATO, et pour moi, c'est une impasse. C'est une impasse, c'est un mauvais choix, mais une fois de plus, c'est qu'un point de vue. Ajout en post-production bien enquiquinant parce que Nono a dû le faire après avoir uploadé une première fois la vidéo, mais je lis tous les commentaires et donc j'ai parcouru les commentaires de la vidéo sur le fusil parfait point d'interrogation, et les commentaires étaient très sympathiques et très constructifs, et d'ailleurs je vous remercie à tous ceux qui ont laissé des commentaires, y compris à des gens qui ne seraient pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, et donc je me rends compte que sur cette vidéo là, je suis pas allé loin sur on va dire l'évolution vers les 6.5 et les 6.8, et j'ai bien dit les 6.5 et les 6.8 parce qu'il n'y a pas qu'un seul calibre sur la table, il y a plusieurs calibres et il y a deux pensées qui s'affrontent. Il y a les tenants de la haute pression, c'est-à-dire des munitions qui vont développer des pressions plus élevées que le 5.56 et bien plus élevées que le 5.56, et il y a ceux qui sont partisans des pressions, on va dire normales, c'est-à-dire des pressions qu'on va trouver dans du 5.56 et dans du 7.62 NATO. Les deux choses sont actuellement à l'étude. Les Américains ont clairement franchi un pas avec le programme Next Generation Squad Weapon et l'adoption du 6.8 par 51 mm qui est une mission haute pression. Voilà. Et ce que je n'ai pas abordé ici, c'est que ce soit dans un cas ou dans l'autre, c'est-à-dire qu'on soit avec des pressions normales ou qu'on soit avec des hautes pressions, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'il y a la volonté de remplacer également le 7.62 par 51, c'est-à-dire on ne vise pas qu'à remplacer le 5.56, on veut remplacer les deux munitions, c'est-à-dire le 5.56 par 45 et le 7.62 par 51, dans un but de simplification logistique. Et d'ailleurs, c'est le cœur du programme NGSW. C'est vraiment ça l'idée, c'est de simplifier la logistique et de n'avoir qu'une seule munition. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Je ne sais pas. Et l'autre question que je me pose pour vous faire part vraiment de mes réflexions à moi, parce qu'il faut être prospectif en la matière sans avoir de boule de cristal et prétendre être, on va dire, tenant
tenir la vérité. Moi, je ne pense pas tenir la vérité, je pense réfléchir le sujet, et c'est très différent. Moi, je me pose la question de si est-ce que l'arrivée de ces calibres-là, en 6,8 par 51, et notamment avec la haute pression, est-ce que ça va pas conduire derrière à l'arrivée d'un autre type de calibre pour, on va dire, augmenter la distance des armes d'appui? C'est la 338 Norma Magnum. Je ne parle pas de la 338 la plus à Magnum des fusils de tireurs d'élite, je parle bien de la 338 Norma Magnum qu'on peut trouver utilisée dans des armes automatiques collectives. C'est bien de celle-là dont je parle. Voilà. Donc, faut être prospectif à la matière, et la vidéo de Nono qui va durer 20 minutes ne peut pas tout couvrir, de la même manière que la vidéo sur le fusil parfait de 45 minutes ne pouvait pas tout couvrir. En fin de compte, on le voit avec les lives que je fais chez Hans Schroeder, même au bout de 3-4 heures sur un sujet, il y a encore énormément de choses à dire. On peut pas tout couvrir, et surtout pas dans un format vidéo. Déjà par écrit c'est compliqué, mais alors dans un format vidéo qui se veut spontané et grand public, parce que c'est quand même un petit peu ma volonté ici, ma foi, c'est compliqué. Voilà, je pense qu'on va plutôt dans ces directions-là. Je pense même pas que là, aujourd'hui, la R&D, je pense, on va avoir probablement de l'amélioration des munitions de 5,56 pour les optimiser avec des canons courts. On l'a déjà eu avec la munition américaine donc, qui s'appelle M855A1 et qui est optimisée pour les canons courts justement des M4. Voilà, avec des meilleures performances balistiques à l'arrivée. Donc oui, bien sûr, on aura sans doute des améliorations de la munition de 5,56 sans forcément un changement de calibre, mais si changement de calibre il y a, à mon avis, je ne pense pas qu'on reste sur des 5,5. Je pense qu'on va partir effectivement sur des 6,8. Petit ajout en post-production pour dire que je dis un 6,8, mais que je pense un 6,5 ou un 6,8, en fait, un calibre entre le 6,5 et le 7 mm. On a comment ça s'appelle, en Occident, pour moi, il y a un chaînon manquant. Alors, j'exagère le trait. On n'a pas réglementairement de calibre intermédiaire de première génération, c'est-à-dire l'équivalent du 7,92 par 33 ou du 7,62-39 en service. Aujourd'hui, la seule munition qui propose quelque chose, le seul calibre qui propose quelque chose d'à peu près équivalent, pour les militaires, je parle, c'est le 300 Blackout dans sa composante supersonique. Et j'ai une question sur le 300 Blackout que je traiterai plus tard, donc je ne vais pas y revenir dessus, mais je ne fais pas partie des convaincus du 300 Blackout en utilisation militaire. Mais je ne vais pas développer ici, sinon ça va être trop long. Donc voilà, petit ajout en post-production pour dire que je sais bien qu'il y a d'autres solutions qui ont été proposées, testées, voire qui sont en cours d'adoption par certaines unités, et je pense évidemment aussi Senghandel. Voilà, mais c'est pour dire que celles qui ont marqué le paysage militaire jusqu'à aujourd'hui en Occident, à part le 300 Blackout, il n'y a pas grand-chose. Et là, donc, je pense qu'on ira vers des 6,5 et voilà. Pourquoi les 6,5 ? On le sait de toute éternité, les calibres qui sont entre 6,5 et 7 mm sont les calibres où, depuis depuis la fin du XXe siècle, la fin du 19e siècle, pardon, et l'apparition des poudres sans fumée, sont ceux où on arrive à avoir les meilleurs coefficients balistiques pour les projectiles, parce qu'on a des projectiles qu'on arrive à faire avec des grandes densités de section. On a des choses qui sont, pour le fantassin, qui sont formidables, entre 6,5 et 7 mm. On le sait. On n'a pas gardé, tout le monde n'est pas allé sur ces choses-là. Il y a des gens, des nations qui sont allés là-dessus. Les Suédois ont fait du 6,5, 5 par 55. Les Espagnols sont partis sur du 7 mm. Mais c'est vrai que les grands belligérants de la Seconde Guerre mondiale étaient soit en 7,62, soit en 8 mm. Voilà. Pourquoi ? Alors c'est une bonne question, c'est pour pouvoir emporter de la masse, c'est pour pouvoir avoir de la traçante plus efficace, c'est pour pouvoir potentiellement faire des munitions perforantes incendiaires, des choses comme ça. Et parfois ça va être parce qu'on est dans des continuités historiques et qu'on n'a pas voulu changer l'outillage pour faire les canons, des choses comme ça. Donc voilà, il y a tout un tas de raisons, mais on le sait depuis longtemps. Et donc là, du coup, effectivement, on a une pensée qui se veut de plus en plus optimisée. On risque d'aller vers ces calibres-là, clairement. Et donc ça, c'était pour les armes longues. Et pour les armes de poing, alors je sais très bien que le 4,630 et le 5,7 par 28 sont rentrés dans ce qui s'appelle le Manual of Proof in Inspection Multicaliber de l'OTAN, c'est-à-dire c'est la bible pour la fabrication de munitions qui sont normées OTAN et qui, jusqu'en 2020, avant la mouture 2020, comportaient le 9 par 19, dénommé très poétiquement 9 mm x 19, le 5,56-45, donc dans sa composante SS109, la 7,62 NATO et la 12,7. On a vu s'ajouter à ce cahier-là, en 2020, le 5,728 et le 4,630, parce qu'il y a une utilisation dans les armées de ces choses-là,
notamment pour dans la composante d'utilisation qu'on va dire Personal Defense Weapon. Par exemple, dans l'armée française, vous avez des MP7 qui sont utilisés par les équipages d'hélicoptères de combat. Voilà, donc effectivement, c'était important de la normer et donc ils l'ont mis. Mais même par rapport à cet usage-là, alors sur le concept PDW, évidemment, ça a tout son sens, vu que le concept PDW, tel que la lettre l'a défini, j'en ai parlé dans un article sur LA Publication, je mettrai le lien, et on va dire, je pense aussi sur d'autres lives. Évidemment, il a tout son sens. Le calibre a été développé pour ça, avec les capacités d'engagement globalement jusqu'à 200 mètres, avec des capacités de perforation très supérieures à celles d'une 9 para. Mais je pense qu'en fin de compte, par rapport à l'utilisation d'une arme de poing, je pense que ça n'apporte pas grand-chose par rapport à du 9 para, voire en termes de balistique lésionnelle, je sais pas si c'est pas contre-productif, je pense que c'est contre-productif, et avec différentes discussions que j'ai eues, visiblement c'est contre-productif en termes de balistique lésionnelle, sachant que quand on tire avec une arme de poing, le but de l'opération est de mettre la personne qui est en face de soi hors de combat, et donc il faut le faire tir-buste et être le plus efficace possible, et être, on va dire, faire une mise hors de combat la plus rapide possible. Donc il y a des munitions expansives là-dessus. On n'est plus dans le cadre de la guerre, dans ces choses-là. Munitions expansives à la guerre, c'est interdit. Petit ajout en post-production pour préciser, pour les pays qui sont signataires et qui respectent les conventions qui interdisent les munitions expansives. Mais bon, le sujet des conventions est un sujet très intéressant, mais on va pas se lancer là-dedans maintenant. Mais là, on parle bien, il faut bien comprendre qu'une arme de poing, la vocation principale, c'est le maintien de l'ordre, que ce soit au sein de la police nationale, police, gendarmerie, c'est-à-dire au sein des forces de l'ordre ou au cœur des armées. Les gens se disent que c'est une arme de secours. Moi, historiquement, c'est surtout une arme pour faire régner l'ordre parmi les troupes. C'est pour ça que c'est l'officier qui en est équipé. C'est pas parce que l'officier monte à l'assaut avec une arme de poing, ça n'aurait pas de sens. Petit ajout en post-production pour préciser que je parle ici de l'utilisation de l'arme de poing au combat moderne. Évidemment, quand on va plus loin dans l'histoire, il y a eu une utilisation de l'arme de poing au combat. Voilà, ça sert à ça. Et donc effectivement, le but c'est de mettre hors de combat rapidement, et j'ai pas l'impression que le 5728 soit particulièrement rationnel là-dessus. Même si on va considérer qu'on va passer facilement des protections balistiques, j'en reviens à ce que je disais sur la vidéo précédente qui était très très longue, et pour les gens qui l'ont pas vu, je pense que dans la course entre le projectile à effet cinétique et la protection balistique, le projectile à effet cinétique va perdre. Donc de toute manière, se dire aujourd'hui je passe une protection balistique de classe 3A, c'est peut-être un peu con dans la mesure où peut-être que les prochains gros contrevenants, c'est-à-dire ceux qui feront un effort de s'équiper, je pense à tout ce qui est grand banditisme et terrorisme, là, les prochains gilets pare-balles seront probablement des classes 4, voire supérieures. Donc je pense que c'est une erreur d'analyse. Voilà, donc c'était pour répondre un petit peu à cette question-là. Je ne pense vraiment pas que ça puisse remplacer le calibre des fusils d'infanterie. Et je ne pense même pas non plus que ça soit une solution viable pour les armes de poing en dotation généralisée. Oui, ça peut avoir un intérêt, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, pour quelques utilisations très particulières, c'est-à-dire une arme de défense, c'est-à-dire on veut une arme courte, compacte, c'est particulièrement le cas avec le MP7 et avec le P90, mais encore plus avec le MP7. Moi je préfère le MP7 au P90, parce que je trouve les solutions de rechargement, même si elles sont moins bandantes sur le papier, parce que, oh mon dieu, il n'y a pas 50 cartouches et de ça et compagnie, ouais, mais en fin de compte, ça tient bien mieux dans un porte-chargeur et ça se recharge beaucoup plus facilement, ça il faut quand même pas se leurrer. Et l'arme est beaucoup plus compacte. Le MP7 est beaucoup plus compact. Il n'y a pas photo par rapport à un P90. Le MP7 a quasiment l'encombrement d'un gros pistolet. Donc voilà, ce qui n'est pas le cas du P90. Le P90, même si c'est une contraction à l'arrière, c'est un bullpup. On a une arme qui est relativement encombrante. C'est une petite brique. On dit du FN 2000 que c'est une valise. J'ai envie de dire le P90, c'est une petite brique. Voilà. Et quand je dis petite brique, c'est une blague. C'est plus gros qu'une brique. Donc voilà, un petit peu. Donc voilà ma pensée par rapport à ça. J'espère que j'ai été relativement clair là-dessus. Je vous dis merci et à bientôt pour donc voilà quoi.